Bonjour, Gilles Demigneux. J'ai effectivement l'honneur de présenter Monsieur le professeur Jean-François Pelletier, qui est donc responsable de la formation des pères aidants à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il va nous parler de la père aidance et partenariat patient axé sur le rétablissement en santé mentale, une place en santé publique. Et je voudrais signaler qu'il est par ailleurs l'auteur d'un livre qui sortira dans quelques semaines, Se rétablir en santé mentale, fondements et pratiques du rétablissement par la père aidance, et ça sera aux éditions Elsevier Masson dans la collection Médecine et psychothérapie. Jean-François, c'est à vous. Déjà? Oui. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire sur vous, mais j'ai préféré vous laisser du temps. On pourra en faire plus ample connaissance peut-être tout à l'heure. Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup les organisateurs. Je tiens à vous féliciter pour la grande qualité de la programmation. J'aurais peut-être par contre préféré passer plus en fin de journée parce qu'en voyant le contenu qui est annoncé tout à l'heure, vous voyez, je pense que ça met très bien la table et j'aurais pu commenter ce que nous allons entendre dans les prochaines heures. Mais bon, ici, ma présentation sera exploratoire. L'idée, c'est de lancer la journée sous forme de questionnement. En attendant, vous voyez, je vais effectivement me présenter un petit peu. Moi, je suis professeur au département de psychiatrie de l'Université de Montréal, mais je ne suis pas psychiatre. Ma formation est en sciences politiques. Je suis professeur-chercheur et j'ai pu proposer une programmation de recherche autonome qui me permet de croiser différentes disciplines. Nous sommes assez peu nombreux comme politologues, professeurs de psychiatrie. Mais vous voyez, je m'intéresse beaucoup justement à le pouvoir d'agir, comment les usagers peuvent être acteurs du système. Alors, on va parler, oui, des thématiques annoncées, le partenariat, le patient partenaire dans les soins, aussi les patients partenaires dans l'enseignement. Et je vous proposerai un questionnement. Est-ce que les pères aidants, patients partenaires et pères aidants peuvent aussi être des acteurs de santé publique dans une stratégie de promotion de la santé? Parce que dans les soins, évidemment, on reste plus un petit peu collé du côté du curatif. Alors, dans une approche plutôt basée sur la salutogénèse, est-ce que les usagers, pères aidants, peuvent être des partenaires de santé publique? Donc, vous voyez le questionnement, une place en santé publique. Et j'ai plusieurs chapeaux, mais en particulier, celui dont je suis peut-être le plus fier, c'est d'être le professeur responsable d'un nouveau programme. En fait, nous en sommes à la 4e année d'existence de formation de pères aidants. C'est un micro-programme qui dure environ une demi-année. Alors, pour faire peut-être un lien avec le système d'éducation à la française, on pourrait dire qu'ici, c'est un programme qui ferait que nos pères aidants ont une formation bac plus 2 et demi. Ce micro-programme représentant la demi. Et il est question que le micro-programme devienne un programme en bonne et due forme. Donc, ce serait une année complète et ça pourrait être le fruit d'une collaboration franco-québécoise, éventuellement, que l'élargissement de cette formation. Il est remarqué, là, à l'heure actuelle, la formation est composée de 4 cours principaux. Un cours sur le rétablissement, le premier cours à chaque année. Un cours sur l'éthique du rétablissement et de la père aidance. Les gens doivent compléter un stage en milieu de pratique à l'été. Et puis, il y a un cours sur le système de santé et santé publique. Et remarquez les lettres ici, ce sont des cours siglés en psychiatrie. PST, c'est pour psychiatrie. Ce sont donc des cours ouverts à tout étudiant en sciences de la santé ou universitaire qui pourrait assister à ces cours simplement par curiosité pour le rétablissement. Mais surtout, ce sont des futurs pères aidants qui viennent suivre ces cours-là. Donc, si on se colle aux objectifs de la conférence, d'abord le patient dans l'équipe de soins, eh bien, le père aidant, c'est lui-même quelqu'un qui a été ou qui est peut-être encore suivi comme patient par des équipes en santé mentale. C'est un critère pour pouvoir se définir comme père aidant. Mais il travaille dans des équipes de suivi en santé mentale. Et ces équipes-là, pour que ça fonctionne bien, doivent avoir une philosophie particulière
qui est celle du partenariat et plus encore du partenariat de rétablissement. Donc, je vais un petit peu faire un bref survol de cette notion de philosophie du rétablissement qui confère cet horizon particulier que nous avons la chance d'avoir en santé mentale et que peut-être nos amis en santé somatique ont peut-être, nous envient peut-être un peu, n'ont pas nécessairement ces décennies de contestation en quelque sorte de l'institution psychiatrique sur laquelle nous allons revenir. Donc, patient dans l'équipe de soins, père aidant dans le soin, et aussi comme enseignant, partenaire d'enseignement. Dans le programme que j'ai la chance de coordonner, à chaque année, j'explique aux étudiants qu'ils vont être déçus, ce sera peut-être votre cas aujourd'hui, si vous vous attendez à ce que le professeur Pelletier vienne comme expert de la paire-aidance, faire une leçon en quelque sorte de ce que c'est à travers les âges, les différents modèles. Non. La paire-aidance et le rétablissement ne sont pas des disciplines encore pleinement constituées. À la différence, par exemple, de la philosophie qui est millénaire, de la sociologie, où un professeur de sociologie, eh bien, il va enseigner la sociologie, telle dimension de la sociologie qu'on connaît depuis des décennies. Ici, ce n'est pas mon cas. Donc, moi, ce que je propose, c'est un espace de discussion pour que les gens intéressés par la pratique de la paire-aidance puissent croiser leur propre compréhension. Et c'est de ce croisement, et nous allons, j'espère, un petit peu y assister dans le courant de l'après-midi, c'est de ce croisement que va naître la paire-aidance comme future éventuelle discipline. Mais donc, plutôt comme coordonnateur du cours, j'ai le bonheur d'inviter semaine après semaine des pères aidants qui se relaient comme partenaires d'enseignement dans le programme. Et ce qu'apprennent nos étudiants dans ce programme, il y a 3 dimensions. Évidemment, le 1 à 1, le soutien individuel, comment un père aidant peut aider un père aidé. Mais il est souvent demandé également aux pères aidants de pouvoir animer des groupes qu'on appelle chez nous des groupes de rétablissement et qui s'inspirent, sans trop le savoir, là, des techniques d'éducation thérapeutique du patient que vous connaissez bien chez vous en France. Et un 3e niveau, c'est en tant que promoteur ou même éducateur du rétablissement auprès du grand public. Une des limites peut-être du rétablissement, c'est qu'intuitivement, on pense que le rétablissement, eh bien, c'est parce qu'on se rétablit de quelque chose qui nous est arrivé. Et l'orientation rétablissement, les pères aidants, ne serait pertinent que pour les personnes qui ont déjà été diagnostiquées ou à qui c'est déjà arrivé. Alors ici, la proposition, c'est une proposition. Est-ce qu'on pourrait aller au-delà de l'approche diagnostique pour rejoindre des gens qui n'ont pas encore reçu de diagnostic ou qui ont la chance d'être encore en bonne santé mentale, mais nous savons très bien que dans la population, au moins une personne sur 5 au cours de sa vie va tomber malade mentalement. Et l'idéal serait pour ces personnes-là d'avoir entendu parler des possibilités du rétablissement avant d'avoir reçu un diagnostic. Et je vous proposerai les thèmes de discussion à la fin, donc j'espère que ma présentation sera assez brève pour qu'on puisse discuter, voir ensemble comment on peut distinguer et caractériser le rôle des pères aidants, qui doit se situer en complémentarité avec les autres acteurs. Est-ce qu'on peut proposer des modalités d'intégration des pères aidants en imaginant de nouveaux modèles? Et puis, on voyait tout à l'heure que dans l'audience, il y a des gens de tous horizons, entre autres des praticiens. J'aimerais beaucoup entendre comment vous voyez, comment vous pensez que la paire-aidance, la présence de pères aidants comme collègues au quotidien pourrait éventuellement vous inviter à voir votre pratique sous un autre angle. Nous reviendrons à ces 3 questions à la fin. Bon, vous voyez, un bref retour sur la formation que nous donnons, c'est que vous avez sous les yeux le mémo numéro 2 de la session l'automne 2020, l'année dernière. Bon, le premier cours, c'est un cours introductif, mais dès le 2e cours, j'attire votre attention, nous allions présenter une définition pratique du rétablissement. Ce n'est pas une définition théorique, didactique. En fait, c'est une définition qui provient d'un dialogue. C'est pour ça qu'on va dire qu'il s'agit d'une définition dialogale, où différents interlocuteurs, différents acteurs échangent entre eux. Et c'est ce que nous voulons
proposé comme modalité de discussion. Donc, nous annoncions le thème pour la première partie du cours du 12 septembre. Et ensuite, en deuxième partie, nous avions un de nos pères aidants, partenaires d'enseignement, et j'ai nommé M. Benoît Saint-Pierre. Et je vous fais tout de suite en cadeau là, des liens YouTube ici en bas. Vous pourrez aller voir Benoît par vous-même. Et si on a un peu de temps, je pourrais vous montrer un extrait de 2 minutes là, que j'ai sélectionné pour vous montrer un petit peu en quoi consiste son enseignement. Et pour faire le lien, je crois que dans une des webconférences, quelqu'un va parler de son expérience dans le projet Un chez soi d'abord, qui a beaucoup servi à l'introduction en France de la paire aidance. Et c'est un projet, vous savez peut-être, initialement conçu, qui a été mené dans 5 grandes villes canadiennes, dont à Montréal. Et Benoît Saint-Pierre était le premier père aidant dans le premier Un chez soi d'abord à Montréal. Et vous avez dans un numéro spécial de la revue Santé mentale au Québec, qui portait sur les partenariats patients en santé mentale. Vous pouvez aller voir ici sur Érudit, là, vous avez tous les articles. L'expérience qui relate en particulier celle de Benoît. Je vais ici sortir de mon PowerPoint pour vous montrer la table des matières de ce numéro spécial. C'est intéressant de voir à quel point les thématiques se recoupent avec votre série de webconférences. Nous revenions sur l'expérience Pinel-Poussin pour un peu fonder les fondements poser les bases du partenariat patient-santé mentale. Ici, une professeure en sciences infirmières parle de la contribution des patients partenaires d'enseignement en sciences infirmières. Et puis, c'est ici qu'on relate l'expérience de Benoît. On ne le nomme pas dans cet article, mais c'est Baptiste Gaudry qui fait un peu une sociologie du projet Un chez soi d'abord. Bon, il y a différents autres articles dans le numéro spécial, mais à la toute fin, il y a notamment 2 articles qui ont analysé l'expérimentation de 2012-2014 des médiateurs de santé paire chez vous en France. Donc, je vous invite à aller voir, si vous voulez, ces ressources. Et je reviens à mon PowerPoint ici. Voilà. Donc, tout ça repose sur un certain nombre de constants. Assez simple, c'est assez évident. Hein? Les services de santé mentale et les soins psychiatriques ne sont pas très efficaces si les gens ne reçoivent pas ou refusent de recevoir des soins en santé mentale et psychiatrie ou n'adhèrent pas au traitement. Nombreux sont en fait les individus en souffrance psychique qui préfèrent attendre et continuer à souffrir et à languir plutôt que de consulter en santé mentale et psychiatrie. Et j'utilise ici le terme languir délibérément parce que lorsqu'on parle du rétablissement, il faut opposer le rétablissement non pas à la guérison, non pas à l'absence de symptômes, mais plutôt à une situation de languissement. Et puis l'épidémiologie psychiatrique démontre très bien que les gens, plutôt que d'aller consulter en psychiatrie, vont perdre peut-être jusqu'à 1 décennie en languissement plutôt que d'accepter d'être suivis en psychiatrie. Et en plus, lorsqu'ils viennent en psychiatrie, souvent les besoins qu'ils ont eux-mêmes identifiés ne sont pas répondus ou ne sont répondus que partiellement parce que la psychiatrie institutionnelle donne l'impression d'être déjà trop orientée vers la recherche d'un symptôme, d'un traitement à un symptôme, et un traitement dont on connaît déjà le nom et qui se présente même, qui est très bien calculé. Donc, peu importe ce que la personne dit sur sa vie, la psychiatrie, malheureusement, a cette réputation d'être centrée sur le symptôme et le traitement au milligramme près, n'est-ce pas? Ce qui fait que les gens, déçus, restent sans soutien et avec des risques très importants pour leur propre santé. Et alors qu'une optique de rétablissement, à la différence d'une optique centrée sur les symptômes, va précisément faire ressortir les capacités et les compétences de la personne. On fait le lien ici avec l'empowerment individuel, mais aussi auprès de ses proches. Nous allons y revenir sur cette approche de promotion de la santé et du pouvoir d'agir. Et je reprends ici quelques éléments que j'ai piqués à la présentation de Benoît.
lorsqu'il se présente comme étant un intervenant. C'est bien important. Hein, donc, nous avons tous ou aurons tous besoin un jour de proches aidants. C'est quelque chose qui est très bien connu avec le vieillissement de la population, les maladies chroniques. Et les pères aidants, c'est une notion, la père aidance proche de la proche aidance, mais la différence, c'est qu'un père aidant, c'est quelqu'un qui est payé. C'est son métier. C'est un intervenant qui vit un rétablissement suffisant, qui a un recul sur son propre rétablissement, qui est membre à part entière de l'équipe de suivi et qui se réfère à son parcours expérientiel personnel davantage qu'à la littérature scientifique. Mettez-moi une gorgée de café. C'est-à-dire que la père aidance n'étant pas une discipline déjà constituée, lorsque les pères aidants se positionnent dans une équipe interdisciplinaire, bien, ils ne peuvent pas se rabattre sur un corpus déjà constitué. Ils vont plutôt puiser dans leur propre parcours expérientiel et éventuellement, oui, des vieux professeurs comme moi pourront être utiles pour compléter avec une formation spécialisée, mais le père aidant, essentiellement, son outil de travail, c'est son propre savoir expérientiel. Mais ce n'est pas quelque chose qui est si simple que ça à identifier. Qu'est-ce qui relève de l'expérientiel, de l'appris? Comment je peux reconnaître un potentiel chez moi et chez autrui? Parce que l'idée ici, c'est que les pères aidants, par rapport à un modèle institutionnel peut-être un peu figé, hein, de l'image qu'on a de la psychiatrie, à tort ou à raison, eh bien, ils personnifient eux-mêmes des soins personnalisés, axés sur le rétablissement et les capacités des personnes pour en avoir bénéficié eux-mêmes éventuellement. Et leur rôle est surtout d'être à l'écoute de l'expression des attentes des patients quant à la prise en compte de leurs problèmes psychosociaux et socio-économiques, parce que, encore une fois, l'épidémiologie psychiatrique démontre que lorsque les gens, finalement, se sont résolus à aller consulter en santé mentale, lorsqu'ils viennent, c'est pour parler de problèmes psychosociaux et socio-économiques et relationnels, et pas nécessairement d'un tel ou tel diagnostic qui prend l'aspect d'un jargon peut-être plus ou moins compréhensible pour eux. Donc, ici, le père aidant, il va se montrer à l'écoute, dans une posture d'écoute par rapport à ces enjeux-là. C'est son rôle. Et il va situer les attentes en disant, bien, voyez, vous arrivez dans un système, vous allez voir plein de professionnels, justement très professionnels, mais très occupés. Ils n'auront peut-être pas beaucoup de temps à vous consacrer, à écouter votre trajectoire, mais moi, je suis là pour ça, c'est mon rôle et je suis très intéressé à apprendre de vous. Parce que, étant moi-même une personne en rétablissement, je suis intéressé de connaître vos propres stratégies et pour éventuellement me les appliquer à moi-même. Ce que les autres intervenants pourraient faire, mais ce n'est pas obligatoire. Alors que pour le père aidant, c'est son outil de travail. Il est un traducteur à la fois des procédures hospitalières et du savoir des professionnels auprès des pères aidés. Il vient un peu expliquer les procédures, ce à quoi on peut s'attendre. Et dans l'autre sens, dans les équipes, expliquer, faire valoir le savoir expérientiel des pères aidés, leurs capacités, leurs compétences. Et comme tout traducteur, il doit connaître les deux langues. Comme traduire du français au chinois ou du chinois au français, il faut connaître le français et le chinois. Et justement, parfois, le jargon des experts, aux yeux de monsieur et madame tout le monde, c'est un peu du chinois, n'est-ce pas? Alors, les pères aidants sont vraiment dans ce positionnement, à se creuser entre différents types de savoirs et pour bien jouer leur rôle, ils doivent être compétents dans ces domaines. Vous voyez toute la complexité là, qui s'en vient. Mais grâce à eux, grâce à leur rôle de personnificateur de soins personnalisés, ils vont favoriser l'accès aux soins et services. Parce que si les gens, un obstacle aux soins et services, c'est que les gens ne demandent pas d'avoir des soins et services. Donc ici, en projetant une image plus moderne de la psychiatrie, on pense que ça va être, les gens hésiteront moins. Ce sera moins rébarbatif que de demander une consultation en psychiatrie si on s'est fait présenter un visage plus invitant de la santé mentale. Donc, les pères aidants, comme représentants du patient, sont des vecteurs de rétablissement auprès des équipes, représentent une source d'espoir à la fois pour les pères aidés, mais aussi pour les praticiens. Les deux sont également importants.
Parmi nous qui sont des praticiens le savent, on voit souvent les gens lorsqu'ils ils vont pas bien. Et lorsqu'ils vont mieux, tant mieux, mais on ne les revoit pas. Donc, c'est une source de satisfaction potentielle par rapport à sa propre pratique, d'avoir des témoignages de trajectoires réussies de rétablissement. C'est une source de satisfaction professionnelle de savoir que les gens se maintiennent mieux dans la communauté parce qu'ils ont le soutien psychosocial que les pairs aidants peuvent contribuer à offrir. Et donc, le père aidant favorise cette reconnaissance mutuelle d'un savoir méconnu, en fait. Hein? Encore le savoir expérientiel, intuitivement, on a tous de bonnes idées, mais c'est un nouveau champ que combiner tout ça avec des projets de recherche qui visent à mieux comprendre les stratégies d'adaptation au quotidien par les personnes elles-mêmes, pour faire valoir aussi auprès d'un père aidé son propre potentiel, en quoi il ne croit souvent plus. Donc, comment aider le père aidé à reconnaître son propre potentiel d'empowerment. Le père aidant a une formation pour ça. Donc, il apprend ce sont un ensemble de techniques de reconnaissance que le père aidant doit mettre en pratique. Alors, on voit la complexité du père aidant dans les équipes interdisciplinaires où les gens qui sont déjà là ont des formations très élaborées et sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, tandis que le père aidant, bien, sa contribution repose sur une relecture de sa propre expérience. Et puis, il va contribuer à une relecture par l'équipe du potentiel des pairs aidés. Et puis, tout ça, ce rôle-là est très complexe et pour bien le réussir, ça prend nécessairement une réflexion d'ensemble. Quel est le rôle du père aidant, à la fois à l'intérieur des soins, mais aussi à l'extérieur, dans le prolongement dans la communauté, parce qu'il y a tout un débat. En fait, est-ce que c'est vraiment une bonne place, un bon endroit, une bonne idée d'avoir des pères aidants dans l'institution? Certains vont dire vraiment pas, parce qu'il y a un risque de cooptation. Mais bon, ça prend donc aussi à l'extérieur, dans la vraie communauté, là, avec notamment des groupes d'entraide mutuelle, où il peut y avoir des pères aidants, et c'est dans un milieu beaucoup plus naturel. Donc, ce sont des débats là, qui ne sont pas encore tranchés. Bref, retour sur le rétablissement, qui est au cœur du plan d'action en santé mentale chez nous au Québec depuis au moins 2005. Et malheureusement, les psychiatres que nous formons dans leur formation n'ont pas de cours sur le rétablissement. Donc, c'est des gens qui vont pratiquer dans quelques années dans un système depuis au moins 15 ans axé sur le rétablissement, mais à moins qu'ils soient eux-mêmes personnellement intéressés, comme peut-être certains ici aujourd'hui, vont aller à des conférences, des colloques, des présentations. Et dans la formation initiale en médecine, en psychiatrie, je pense que notre cours PST 1000 sur le rétablissement, je pense que c'est un premier exemple de cours en faculté de médecine qui est aussi ouvert aux étudiants en médecine pour apprendre les fondements du rétablissement. Oh, excusez-moi. Donc, le rétablissement, c'est un des principes directeurs du plan d'action, afin de favoriser le maintien des rôles sociaux et une vie active dans la communauté. Donc, c'est ici, là, comment, dans les structures de soins, on anticipe, on prépare le maintien de la personne dans la communauté avec ce continuum. C'est ce qui fait souvent défaut. On peut avoir accès d'excellents professionnels dans les structures de soins, mais ensuite, dans la communauté, avec des interlocuteurs d'autres secteurs, du travail, par exemple, qui sont peut-être avec toute la stigmatisation en santé mentale. Donc, cette approche intersectorielle est nécessaire. Les pairs aidants viennent combler un peu les interstices de vide intersectoriels. Puis, il est prévu qu'il y a des cibles assez précises, mais il devrait y avoir des pairs aidants dans au moins 30 des équipes de soutien d'intensité variable et dans 80 des équipes de suivi intensif dans le milieu. Ça, ce sont deux modèles manualisés, inspirés du Assertive Community Treatment américain. Et pour être fidèle au modèle, on doit avoir des pairs aidants dans nos équipes. Ici, une image, un beau souvenir de la première cohorte vous allez voir les conversations, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'est adressé.
Non, pas tout à fait. On aurait pu m'avertir qu'il n'y avait plus de son, par exemple. Je continue. Donc, voici une photo de la première cohorte. Et remarquez, nous avions justement ici deux médecins en santé publique qui s'intéressaient à l'approche du rétablissement. Bon, ils ont poursuivi ensuite leur cheminement en médecine. Ils ne sont pas restés très longtemps. Et vous reconnaissez peut-être ici M. Luc Vigneault, qui est de plus en plus connu chez vous également en France et qui est un acteur essentiel chez nous au Québec, une personne vivant avec la schizophrénie qui a pris la parole lors d'émissions télévisées de grande écoute et puis qui a impulsé en quelque sorte chez nous l'espoir du rétablissement pour tous. Pour fin de discussion, je me réjouis qu'on puisse parler d'empowerment, j'en ai parlé un petit peu. Je me désole qu'on ne puisse parler autant qu'on nous l'aurions souhaité du travail d'écriture des patients, parce que tout ça, vous voyez à quel point ça repose sur une approche véritablement narrative. Et dans la formation des pères aidants, on le mentionne aussi souvent qu'on doit le faire. Lorsque le père aidant parle de soi, ça doit être utile pour le père aidé. Ce n'est pas pour être utile au père aidant qui a besoin de s'épancher qu'on l'écoute. On parle d'éviter le risque de s'étaler. Donc, c'est toute une technique. Lorsque le père aidé parle de lui, bien, le père aidant va faire un lien avec une expérience similaire pour déclencher ce phénomène de reconnaissance mutuelle. Donc, l'approche narrative, il doit se raconter le père aidant et c'est tout un art. Mais on va plutôt parler de l'entraide en ligne, je crois, et j'aurais pu vous présenter, nous avions un projet pilote l'été dernier, un groupe d'entraide en ligne animé par des pères aidants que nous voulons répliquer. C'est un protocole de recherche publié et qui est prêt à être... c'est un projet pilote et nous nous apprêtons à réaliser l'étude de grande envergure. Un des avantages de la COVID, tout s'est transposé en ligne et on le voit bien, l'accès au soutien des pères aidants en ligne dans une optique de santé publique, eh bien, on le voit chez nous au Québec. Si l'intervention des pères aidants est accessible en ligne, eh bien, peu importe si j'habite Montréal ou le fin fond de la Gaspésie, je pourrai avoir accès à cette précieuse aide qu'est la père aidance grâce à ces techniques maintenant que nous permettent le en ligne. Un retour sur la dictologie, hein, tout a commencé là. Les groupes d'alcooliques anonymes, par exemple, quel bel exemple. Les gens se présentent d'abord, moi, Jean-François, alcoolique, et ensuite je parle. Mon père aidant, moi, Benoît, personne en rétablissement. Mais dans ces groupes-là, il n'y a pas d'intervenants, tout le monde est égal, mais on peut inviter des intervenants. C'est un groupe d'entraide d'abord et avant tout. Donc, les pères aidants, pour avoir souvent fréquenté eux-mêmes des groupes d'entraide mutuels, sont des spécialistes de l'entraide. D'ailleurs, en anglais, l'expression, c'est peer support worker. Ils vont introduire les groupes d'entraide lorsqu'ils vont animer, par exemple, des groupes. Puis là, pour favoriser le fait que les gens, ensuite, dans la vraie vie communautaire, puissent fréquenter ces autres structures hors soins. Finalement, on parlera plus tard dans la journée des familles. Il y a effectivement, excusez-moi, dans notre formation, il y a à peu près 20 des étudiants et étudiantes qui se présentent comme futurs pères aidants de famille. Donc, imaginons une mère qui a vécu avec un enfant avec la schizophrénie et qui dit ouais, moi, ça fait 20-25 ans que je connais très bien le système, et puis qui vient en aide auprès d'une jeune maman qui est découragée parce que le diagnostic de schizophrénie vient de tomber avec toutes les peurs qui peuvent y être associées. Donc, nous avons aussi la notion de père aidant famille. Et ce qu'on peut concevoir, c'est une intervention familiale où il y aurait père aidant famille qui vient supporter un parent et un père aidant usager qui vient auprès de l'enfant de cette cellule familiale. Alors voilà, j'ai fini de parler. J'espère que vous allez peut-être m'aider à documenter la suite. C'est à mon tour de vous écouter. Peut-on parler de complémentarité des pères aidants avec les autres acteurs? Imaginer de nouveaux modèles et comment notre propre pratique professionnelle pourrait être influencée par la père aidance. Et vous pourrez venir sur le nouveau MOOC, Fondement du rétablissement, partager le fruit de vos réflexions.
Et d'ailleurs, on a un de vos compatriotes, M. Philippe Maugiron, qui est ou a été père aidant à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et qui est un collaborateur. À chaque année, Philippe revient dans le cours pour parler, entre autres, précisément d'addictologie. Alors, voilà, ça complète ma présentation. Je vous laisse sur la couverture. Je vends un petit peu mon produit, n'est-ce pas? Je pense que c'est de bonne aloi. Un livre à paraître très bientôt, Se rétablir en santé mentale, fondements et pratiques du rétablissement par la pérédance. Voilà, je vous remercie. Je suis disponible pour vos questions, si vous en avez. Bien sûr qu'on va en avoir des questions. Alors, le souci des questions, c'est qu'elles arrivent en même temps, qu'il faut les lire en même temps, et puis que vous êtes passionnant à écouter et qu'on a aussi envie d'en profiter. Moi, j'ai envie de commencer par justement cette préoccupation. Vous avez parlé tout à l'heure de la pérédance familiale. Alors, pour moi, c'est une notion extrêmement nouvelle, extrêmement piégée, et j'aimerais bien que vous en disiez un peu plus, parce que ce n'est pas simple du tout pour la famille. C'est vraiment quelque chose qui se passe avec beaucoup d'enjeux. Je crois d'ailleurs que vous avez développé un programme sur la question. Oui, il y a tout un volet pérédance-famille où les enjeux sont assez similaires à le découragement, l'annonce du diagnostic, l'apitoiement, il n'y a pas d'espoir. Le rétablissement, l'espoir du rétablissement, c'est beaucoup le rétablissement, dans le fond, c'est pas tellement la connectivité de certaines parties du cerveau. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ça, c'est l'aspect plus curatif. Il y a des gens qui sont extrêmement bien formés pour ça. Ils doivent continuer à bien s'en occuper. Le rétablissement, c'est plutôt le rétablissement du relationnel. L'image qu'on a de soi, la relation à soi-même. Lorsqu'on nous élargissons avec une approche écologique, ensuite, les relations avec ceux qui sont peut-être dans la même pièce, dans le même appartement, ceux avec qui nous vivons, notre famille, nos proches, nos parents ou frères et sœurs, et peut-être nos propres enfants. Et on le voit de plus en plus, c'est multiples couches. Moi-même, je suis une personne en rétablissement, notamment en tant que fils d'une femme qui a été longtemps très, très dépressive. Je ne ferais pas ça aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. J'aurais fait d'autres choses dans la vie. Rassurez-vous, ma mère va très bien aujourd'hui. Et pour moi, c'est une richesse incroyable. Je suis presque content, 20 ans plus tard, d'avoir eu accès à toute cette sagesse, ce savoir-là, auquel je n'aurais jamais songé, n'eût été de cette expérience. Donc, comment en faire quelque chose, trouver une certaine positivité? Le père aidant en famille peut aider d'autres membres de famille découragés. Et puis aussi dans leur rôle parentaux, s'ils sont eux-mêmes des personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale. C'est de plus en plus fréquent. Hein? C'est une personne au moins sur 5. Donc, avec les proches et tout ça, nous sommes tous concernés. Donc, oui, il y a des pères aidants dans les soins, mais de plus en plus, il y a des gens qui viennent suivre la formation, mais ce n'est pas pour travailler dans les hôpitaux. Ils vont rester, par exemple, on avait une personne qui était une policière au service de police de la Ville de Montréal qui ne laissera pas son emploi de policière, mais qui veut devenir père aidant, par exemple, pour composer avec les problèmes de stress post-traumatique. Ou quelqu'un du secteur bancaire, même chose. Donc, un peu comme les premiers, je cherche l'expression, secouristes, hein, en situation de... On ne fait pas ça nécessairement pour devenir ambulancier, mais on conserve l'emploi qu'on avait pour devenir en aide aux autres, en aide à autrui. Donc, soit les pères aidants de famille, des gens, oui, qui arrivent peut-être, qui approchent de la retraite, qui ont un grand savoir et qui souhaitent donner en retour. C'est tout un créneau très intéressant. Très important. Merci, oui, c'est vrai. Et actuellement, j'ai l'impression en France très peu exploré. Là, vous êtes vraiment vous nous ouvrez des voies et vous nous donnez vraiment beaucoup d'espoir. J'espère que les gens de l'UNAFAM sont déjà branchés. J'ai des questions de tous ordres qui sont un peu techniques en général. C'est par exemple, est-ce que les liens que vous avez développés dans le diaporama seront donnés à la fin de... Est-ce qu'on y aura accès? Oui, bien sûr, puisqu'on aura la vidéo de ces échanges. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une extraction des liens et en faire un envoi à part? Je ne sais pas, là, il faudra qu'on voit, parce que c'est juste du travail. Certainement, si vous voulez, pendant que je vous écoute, je vais mettre des liens dans le chat. Ah ben, je vous remercie, merci beaucoup. Une question qui vous intéresse parce que vous êtes très cultivé, que vous intervenez en France, mais en même temps, ce n'est pas forcément à vous qu'il faut la poser, c'est savoir s'il est prévu de développer l'équivalence en France des pères aidants présentés ici, mais en dehors des actions
dans du collectif déjà existant et par le biais d'associations de santé communautaires qu'on crée pour la circonstance. Je pense que ça aura prolongé l'expérience d'associations existantes déjà, parce qu'il y a des associations dans tous les domaines de la santé qui en fait font déjà depuis longtemps du soutien et du rétablissement. Je pense aux associations d'anciens buveurs, je pense aux associations Schizo Oui et tout ce qui existe dans le domaine de la maladie mentale. Est-ce que vous avez des informations là-dessus, sur le développement d'une pérédance qui ne serait pas dans les hôpitaux? Eh bien, en référence à mon ami Philippe Maugiron, n'est-ce pas, qui était à Sainte-Anne comme vous, eh bien, il parle beaucoup, lui, du rétablissement qui commence, en fait, à la sortie de l'hôpital. Donc, il faut anticiper cette trajectoire, ce qui nous ramène à l'approche narrative. Le récit de vie du rétablissement, très, très bien si dans les hôpitaux, les gens reçoivent d'excellents services. Mais ce n'est pas là le problème. C'est ensuite, lorsqu'on revient chez soi, dans des conditions socio-économiques pas toujours favorables à la santé mentale, dans un réseau peut-être assez pauvre socialement. Philippe a cette préoccupation pour ce qui va se passer ensuite. C'est pour ça que son accompagnement va aller jusqu'à peut-être précisément accompagner une personne dans une ressource située qui a pignon sur rue dans la communauté, qui n'est pas identifiée à l'hôpital, qui peut être un groupe d'entraide plus ou moins formalisé. Et Philippe, lorsqu'il raconte, lorsqu'il fait la narration de son propre parcours, insiste beaucoup pour dire c'est grâce à ces associations d'anciens ou d'alcooliques que moi-même, je suis en rétablissement aujourd'hui. Et il va proposer à ses pairs aidés de les accompagner dans ces ressources-là. C'est un peu humiliant, il faut piler sur son orgueil pour aller là. Donc, il faut que quelqu'un nous ait parlé des bénéfices. Hein, et qui de mieux que quelqu'un qui en a personnellement retiré beaucoup. Et le père aidant va donc vanter les mérites de l'entraide entre pairs et faire le pont entre cet informel et le formel de l'institutionnel. Une position très délicate qui demande beaucoup de maturité, de recul par rapport à sa propre condition, peut-être la colère, les frustrations que le système a pu générer. C'est admirable le recul que les gens peuvent avoir pour être contributeurs au-delà des écueils, des limites que le système peut infliger. Je ne sais pas si ça répond. Tout à fait. Et d'ailleurs, Philippe Maugiron maintenant travaille pour Emmaüs, enfin pour une association périphérique d'Emmaüs qui s'occupe du logement. Et donc, on est bien dans ce que vous dites, et ça m'évoque quand même l'importance, et là, je sais à qui je m'adresse, l'importance du social dans tout ça. C'est vrai qu'être père aidant, ça veut dire peut-être, alors je dis peut-être une énormité, mais j'ai quand même l'impression que ça veut dire qu'on a un bout de sécurité dans la société, qu'on a de quoi manger, qu'on a de quoi faire des études, qu'on a de quoi imaginer de prendre du temps pour autrui, qu'on a de quoi imaginer qu'on a des projets à soi, ne pas être dans l'immédiat et dans l'urgence. J'imagine que ce n'est pas le cas de tout le monde. Au Québec aussi. Il fait quelle température ce matin à Montréal? C'est assez froid, oui. Mais on a eu un hiver jusqu'à maintenant pas trop rigoureux, je vous rassure. Mais effectivement, l'exemple de Benoît Saint-Pierre a été lui-même en situation d'itinérance, lui-même sans domicile fixe. Et lorsqu'on le voit donner un cours à la faculté de médecine, et le message est là. C'est possible. Et il personnifie cette espérance-là. Et l'impact que ça a, ce n'est pas Jean-François Pelletier, le grand professeur, pas du tout. Et auprès des futurs praticiens, la beauté de la chose, c'est lorsqu'il est en contact avec nos résidents, les internes chez vous, les futurs psychiatres, dans cette interaction-là, on pense avoir un effet assez profond sur le changement de culture. Oui. Ne renonçons pas pour autant à sensibiliser les gens déjà en pratique. Mais on pense avoir un plus grand impact si, dès leur formation initiale, les étudiants en médecine ont des usagers comme collègues de co-apprentissage. On a des questions très, très savantes. Là. Quelle différence entre père aidant, patient expert et patient ressource? La notion de formation universitaire. Philippe, entre autres, va le rappeler souvent pour avoir vécu un petit peu ces difficultés d'acceptation par les autres professionnels, c'est tout à fait naturel.
moi, j'ai une formation très, très élaborée. On nous propose d'avoir quelqu'un qui une formation qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc, le père aidant et la professeure Demailly, là, dans son analyse sociologique d'expérimentation en France, dont je parlais tout à l'heure, parlait assez franchement de non seulement certaines réticences, mais même d'une hostilité organisée. Donc, le père aidant, qui vient là pour aider, fait face à toute cette interdisciplinarité. C'est une fosse au requin, n'est-ce pas? Et puis, il faut soutenir les pères aidants dans la pratique de ce rôle-là. Et ils sont rémunérés. C'est un métier. D'ailleurs, pour être fidèle au modèle dont on parlait tout à l'heure, les SimCiv, les Acting, mais ce n'est que du temps plein, ce qui pose d'ailleurs certains problèmes. Donc, pour répondre à la question, la différence des patients experts, ils peuvent être invités, mais sporadiquement, pour certaines plages horaires. Ce n'est pas un travail à temps plein, par exemple. Ce n'est pas une profession. Bon, j'utilise le terme profession. Ce n'est pas une profession encore reconnue chez nous. Ce n'est pas un titre d'emploi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on passe par le titre d'éducateur classe 2, parce que ce n'est pas un titre reconnu par la nomenclature, mais nous y travaillons avec le Code des professions du Québec. À quoi ressemblerait la paire aidance comme profession, complémentant les autres? Parce que souvent, les gens se demandent un peu est-ce qu'un père aidant vient remplacer ce que nous faisons? Pas du tout. Mais trouver sa complémentarité, ce n'est pas facile. Tout à fait. Tout à fait. J'étais à Sainte-Anne quand Philippe est arrivé. C'était effectivement assez raide. Et avec des gens qui avaient une formation généralement de très haut niveau et qui se retrouvaient effectivement non considérés alors que c'était des gens qui étaient plutôt des gens qui nous apprenaient beaucoup. Existe-t-il des travaux de recherche sur les résonances, gestion des émotions, pratique d'intermission entre pairs ou analyse des pratiques pour les pairs aidants professionnels? Je pense que c'est la supervision dont on parle. Oui, puis c'est un champ en émergence. Et lorsque nous avons la chance d'année en année, on réussit, là, on est à la 4e année, à avoir cet effet d'appel de cohorte en cohorte. Donc, vous avez des nouveaux étudiants, mais qui sont exposés assez tôt à l'expérience des pairs aidants, partenaires d'enseignement, n'est-ce pas? Et qui viennent nous parler des beautés et difficultés du métier et qui échangent entre eux. Lors du stage, je vois apparaître dans le chat la notion d'intervision. Effectivement, ça fait partie du stage. Les gens sont déployés dans des équipes, mais on a 2 heures où les gens échangent entre eux sur leur pratique pour voir comment on peut intervenir dans telle ou telle condition. Et puis, cette approche plus collective du métier, comme les autres médecins le font, hein, avec des cas plus complexes, ben, on va en discuter entre collègues. Lorsqu'il s'agit de quelque chose de normal, d'habituel, on fait ce qu'on a à faire. Et avec des situations plus complexes, on échange entre nous. Ben, nous favorisons cet échange entre pairs aidants pour trouver les bonnes conditions d'appariement aussi. Donc, certains sont spécialisés en addictologie, d'autres auprès des jeunes, d'autres auprès des plus vieux. Donc, selon les situations, on pourrait recommander le pairage d'un père aidé avec tel ou tel père aidant. Et puis, en réunissant ces échanges, vous voyez à quel point je suis choyé. Parce que moi, je le vois d'année en année, tout ce savoir-là émerger, les gens viennent avec leur histoire personnelle. Il y a un peu d'échange entre eux. Ces histoires-là s'enrichissent au fur et à mesure qu'il y a cette interaction. C'est de toute beauté de voir ça. Et de plus, d'année en année, moi, je vois depuis 4 ans déjà ces superpositions et j'espère faire œuvre utile en relatant cette expérience dans le livre en question. Je vous remercie de parler de cette beauté humaine. Quelle est la situation dans les autres pays concernant la paire aidance, États-Unis, Europe, etc.? Commençons peut-être par le premier, aux États-Unis. Il y a plus de 20 000 pères aidants. Depuis, grâce à l'Obamacare, qui heureusement, semble-t-il, sera préservé, eh bien, les services de père aidant sont remboursables par les assurances.
lorsque médicalement requis. Et l'exemple qu'on prend avec mon collègue Larry Davidson, qui est mon mentor à l'Université Yale, qui a écrit un article très intéressant là-dessus, la paire aidance représente un peu une prothèse sociale. Un peu comme les personnes à mobilité réduite, eh bien, pour se déplacer, pour avoir accès à la cité, ont une chaise roulante. La socialité, le relationnel dont nous parlions, le père aidant vient contribuer à le rétablissement de ce relationnel, accompagner les gens dans la cité. Donc, joue un rôle transitoire de prothèse sociale. Et lorsque c'est médicalement requis, eh bien, c'est remboursable par les assurances. Alors, vous voyez tout ce marché potentiel, la paire aidance en libéral, comme il y a des psychologues, oui, dans les hôpitaux, ou qui pratiquent en libéral. Et en France aussi, je pense, on est à peu près à la même situation Québec-France. Il devrait y en avoir tellement plus, mais c'est très compliqué, toute la bureaucratie, tout ça. On a des gens qui sont de fervents promoteurs, mais c'est très complexe. Et donc, je pense qu'il faut vraiment s'unir pour développer un argumentaire avec des données probantes. Qu'est-ce qu'on vient complémenter? Qu'est-ce que ça donne? Et comment ça renforce l'efficacité de ce qu'on sait qui déjà fonctionne relativement bien. Déjà, avoir accès à ça, c'est déjà un plus, hein, parce que les gens sont méfiants par rapport à la psychiatrie institutionnelle, à tort ou à raison. Donc, je sais qu'en France, Philippe m'en parle un peu, il y a certaines avancées, la formation sur Paris, notamment, une licence maintenant. Et moi aussi, j'essaie d'être très actif sur le front universitaire. Lorsqu'on parle de la reconnaissance du métier dans les organisations elles-mêmes, ils vont dire, si l'université ne reconnaît pas elle-même ce nouveau type de savoir, pourquoi nous devrions-nous le faire? Donc, je pense qu'on a une responsabilité, une mission universitaire aussi, d'augmenter la formation, viser plus haut et non pas plus bas, pour soutenir les gens et apprendre avec eux. Et apprendre avec eux. Oui, merci. Merci. Je ne sais pas si vous allez pouvoir nous suivre ce matin pour vous, cet après-midi pour nous, et si on pourra continuer à bénéficier de vos échanges au cours de l'après-midi, mais vous l'aviez évoqué en début d'après-midi, c'est vrai que ça aurait été formidable que ce soit vous qui concluiez. En tout cas, si vous pouvez rester avec nous, vraiment, on sera ravis et ravis de profiter et de vos questions et de vos apports. Merci beaucoup, monsieur. Je resterai peut-être avec quelques absences momentanées à l'occasion. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, on va continuer et on va continuer avec une pause. Donc, on a une pause de 10 minutes avec une reprise des ateliers à 14h.